Bonjour à tous. Merci à vous d'être présents pour cette nouvelle séance sur notre travail du séminaire sur l'épistémologie freudienne cette année. Avant de commencer et de vous présenter les séquences de la matinée, nous vous rappelons que le premier volume des travaux du séminaire, Les chemins psy du symptôme hostile, est disponible dans les librairies, chez vos libraires préférés, à la FNAC ou à Cultura ou sur Amazon, et que nous avons quelques exemplaires disponibles ici si vous souhaitez en acquérir un et découvrir les travaux de la première année du séminaire si vous n'étiez pas déjà présent. Alors, aujourd'hui, nos deux interventions vont concerner, pour la première partie, la partie épistémologique, qui sera présentée par Barbara Oubre, les cheminements freudiens, des pulsions mécanicistes à la pulsion de mort, où il sera question des développements des théories des pulsions dans l'œuvre freudienne. Et puis, à la suite, pour faire lien avec cette thématique et avec l'actualité, nous écouterons Thierry Nussberger qui interviendra sur la thématique clinique de l'angoisse. C'est vraiment l'angoisse à l'ère des catastrophes annoncées. Voilà, Barbara, je te passe la parole. Bien, merci. Alors, donc, ce matin, on va parler un petit peu des pulsions et donc de l'évolution des différentes théories de la pulsion dans l'œuvre de Freud. Donc, en travaillant sur la notion de pulsion, on est renvoyé de facto à ce qui rapproche ou éloigne l'homme du monde naturel. Lagache, dans l'unité de la psychologie, souligné avec clairvoyance que le choix se faisait déjà entre humanisme et naturalisme. Donc, dans le champ de la psychanalyse, le débat est assez ancien et il s'invite habituellement autour de la distinction entre la pulsion et l'instinct. Qu'est-ce qui relèverait de l'un ou de l'autre chez l'homme ? Alors, le point de départ du débat reste un petit peu la traduction de l'œuvre de Freud et du terme « trieb » qu'il emploie dans ses textes. Dans l'édition de Strachey, alors effectivement, le terme « trieb » qui est habituellement équivoque, c'est-à-dire qu'il peut renvoyer à la fois à la notion d'instinct et à la notion de pulsion, eh bien, dans l'édition de Strachey, le terme « trieb » sera traduit par instinct. Dans l'édition française, qui est dirigée par Marie Bonaparte, là, le terme est plutôt traduit par pulsion ou instinct. Il le présente systématiquement comme ça dans le texte. Donc le terme trieb est effectivement équivoque. Par contre, l'usage du terme instinct par Freud désigne, j'ai prononcé à l'américaine, j'aurais dû le prononcer à l'allemande, instinct, par Freud désigne sans ambiguïté le comportement spontané et automatique, dépourvu donc de libre arbitre. Et il va employer ce terme, donc instinct, dans Totem et Tabou, quand il va parler de l'inceste. Donc je le cite, il nous dit « Il faut donc se résoudre à laisser tomber la conception qui fait de la crainte de l'inceste un instinct inné. » Effectivement, si la crainte de l'inceste était innée, nous ne serions pas confrontés à des situations incestueuses dans notre clinique. Or, ce n'est pas le cas. Hein. Il y a donc des lois qui interdisent l'inceste, mais aucune loi n'a été formulée pour interdire de mettre la main dans le feu. C'est bien la différence qu'il fait entre l'instinct et la pulsion. La pulsion agit donc en tant que force poussante. Son enracinement corporel rend son maniement théorique extrêmement complexe. Et donc Freud va toujours employer beaucoup de précautions dans ses théories à plusieurs reprises. Donc il parle de ces théories comme d'une doctrine mystique.
d'une théorie spéculative et incomplète, il parle d'une hypothèse fantastique en parlant de la pulsion, ou bien encore d'un mythe. Donc d'un point de vue plus général, l'hypothèse de la pulsion signe le monisme de l'approche psychanalytique en tentant d'articuler dans un même concept le corps et la pensée. J'insiste bien sur le thème corps et pensée, ce n'est pas l'organisme et la pensée. Voilà. Je pense qu'il y a deux notions à distinguer, donc tout en conservant le dualisme pulsionnel. Donc les premières évocations de la pulsion chez Freud vont se faire très tôt, dès 1895, dans le projet d'une psychologie scientifique. Dans ce travail, Freud cherche à représenter les processus psychiques sous forme de processus neurologiques. Alors ça ne veut pas dire forcément qu'il fait un lien de causalité, mais il cherche vraiment à représenter ce qu'il observe sur le plan clinique, sur le plan psychique, par l'intermédiaire des processus neurologiques. Donc c'est une conception qui est proche du physicalisme neurologique de l'excitation. L'excitation est envisagée en termes de quantité, de principe d'inertie et de décharge. Freud précise qu'il déduit le principe d'inertie de l'observation clinique. Il ne s'agit pas, il le dit bien, il ne s'agit pas d'un principe neurologique. Alors le principe d'inertie, c'est un héritage de la physique galiléenne en tant que tendance à conserver la vitesse. À partir de l'observation des planètes, Galilée en déduit la conservation de la vitesse. Donc appliquée aux organismes vivants, l'homéostasie, qui en est un petit peu déduit, vise la conservation de l'état afin que l'équilibre soit maintenu en évitant toute forme de changement. Il s'agit donc de maintenir constantes les sollicitations internes. Donc, dans l'usage qu'en fait Freud, le principe d'inertie renvoie à la tendance qu'ont les neurones à se débarrasser des quantités d'énergie. À tout accroissement de tension, les neurones répondent par l'intermédiaire d'une décharge, donc soit pour tendre vers la quantité zéro, c'est comme ça qu'il l'indique. Donc, c'est assez surprenant parce qu'il y a on a l'impression qu'il y a une espèce d'anticipation 25 ans plus tôt sur ce que sera la pulsion de mort. Donc ça, c'est une première possibilité, par une décharge qui tend vers la quantité zéro, soit pour tendre vers l'homéostasie. Et Freud, dans son texte, va soutenir les deux positions. Donc la tension peut s'accroître ou se décharger. Dans le cas des affects, il nous dit qu'il y a une libération soudaine. Et dans le cas des désirs qui vont être inhibés, il y a une accumulation de la tension. Mais Freud est quand même ennuyé, c'est-à-dire qu'avec une approche physicaliste, seul le principe de quantité est manipulable, mais pas celui de qualité. Donc cet aspect-là met Freud dans un certain embarras. Comment attribuer une qualité à la quantité, puisqu'il y a besoin de ça quand même pour manier un petit peu ce qu'il observe sur le plan clinique, au niveau du fonctionnement psychique. Il a besoin donc de cette notion de quantité, mais aussi de la notion de qualité. Donc comment attribuer une qualité à la quantité dans un système quantitatif ? Comment introduire une connaissance qualitative du monde extérieur ? Ça, c'est ce qu'il... c'est les questions qu'il se pose. La qualité est-elle produite de l'intérieur même du système nerveux, pourtant lui-même quantitatif ? Donc comment une qualité peut s'inscrire dans un système quantitatif ? On peut également noter une contradiction. Freud part de l'observation clinique pour supposer les phénomènes inconscients. Toutefois, dans ce texte, il inverse le rapport en supposant que la base des processus inconscients s'inscrit au niveau neurologique. Voilà. Donc là, il y a une contradiction. Un petit peu plus tard, il va faire une évocation plus précise de la pulsion qui apparaît en 1899 dans son texte sur les souvenirs écrans. Donc là, il va employer le terme de Trieb-Federn, Federn signifiant ressort. Donc il est employé là au sens métaphorique. Donc Freud mentionne alors à propos des souvenirs écrans
l'influence des deux plus puissants ressorts pulsionnels, donc tryphéderne, la faim et l'amour. Le physicalisme neuropsychologique va être définitivement abandonné dans le dernier chapitre de l'interprétation des rêves, où Freud va formaliser donc sa première topique, inconscient, préconscient, conscient. Là, on y trouve un modèle plutôt heuristique qui va être spéculatif à propos de la psyché et dont la connaissance se déduit plutôt qu'elle ne s'observe directement. Dans ce modèle figure donc la notion de quantité qu'il garde, qu'il conserve, le principe de plaisir. Alors à ce stade, le principe de plaisir, des plaisirs est appréhendé comme un déplacement de l'investissement énergétique, donc toujours cette histoire de quantité d'énergie. Et donc selon la perception du plaisir ou du déplaisir, eh bien, les quantités d'investissement sont déplacées à l'intérieur de l'appareil psychique. Donc ça, c'est un déplacement qui est automatique. Il mentionne également dans ce texte le principe de constance, donc qui vise à conserver le niveau le plus bas de l'excitation, mais également la notion de représentation but. Donc la notion de représentation apparaît déjà dès 1900 dans l'interprétation des rêves. Alors, un petit peu plus tard, en 1905, donc, il publie les 3 essais sur la théorie sexuelle. Donc là, c'est la première fois qu'il emploie de façon spécifique le terme de pulsion, qu'il élève au rang de concept. Il va commencer à distinguer dans ce texte donc, l'objet et le but sexuel de la pulsion, donc l'objet de la pulsion et le but sexuel. Et il distingue également le caractère sexuelle ou génitale d'une pulsion, puisqu'il y a une confusion habituelle entre les deux. Freud est souvent d'ailleurs accusé de pansexualisme du fait de cette confusion. Donc il reprécise ce qu'il entend par pulsion sexuelle. Donc, dans une note qu'il va rajouter en 1915, parce que à la publication de son ouvrage, quand même, il va recevoir une volée de bois vert, parce que supposer que l'enfant a une sexualité, ça ne va pas être sans fracas cette déclaration-là. Et donc dans cette note qu'il ajoute en 1915, il précise: Lindner lui-même a clairement reconnu et souligné, donc concernant le suçotement chez l'enfant, souligné sans réserve la nature sexuelle de cette activité. Dans la chambre d'enfant, le suçotement est souvent assimilé aux autres mauvaises habitudes sexuelles de l'enfant. De nombreux pédiatres et spécialistes des nerfs ont élevé contre cette conception une objection très vigoureuse qui repose sans aucun doute sur une confusion entre sexuel et génital. Donc il distingue là ce qui relève d'une activité sexuelle donc, qui est source de plaisir, un plaisir d'organe, d'accord, qui est trouvé, de la génitalité qui est à entendre comme la sexualité des adultes. Voilà ce qu'on entend au sens plutôt courant du terme. Donc dans ce texte aussi, il nous précise que la pulsion sexuelle se développe par étayage, donc en prenant appui sur le besoin alimentaire, c'est l'exemple qu'il va nous donner. Donc au départ, la pulsion sexuelle est associée à la satisfaction et à la stimulation de la zone orale obtenue lors de la tétée, donc liée aux besoins alimentaires, pour ensuite s'autonomiser progressivement. Donc la pulsion sexuelle orale va se détacher d'une certaine façon du besoin alimentaire pour devenir plus autonome. Et donc là, elle va se satisfaire de manière auto-érotique lorsqu'elle trouve son accomplissement dans le corps propre de l'individu, par exemple lorsque l'enfant suce son pouce. Là, il ne satisfait pas aux besoins alimentaires, mais il y a bien une satisfaction de la zone orale. Donc le besoin de répétition de la satisfaction sexuelle se sépare donc du besoin de nutrition. Ainsi, la sexualité infantile, donc, il lui donne 3 caractéristiques. Elle apparaît par étayage sur une des fonctions vitales, là le besoin de nutrition. Elle est auto-érotique, et donc elle ne connaît pas d'objet. Et enfin, elle est sous la domination d'une zone érogène.
Freud, cependant, souligne plusieurs fois l'écart qu'il y a entre les zones érogènes classiques, courantes, on va dire, et les manifestations pulsionnelles. La pulsion, ainsi, présente des liens assez larges avec la détermination organique dans ses développements ultérieurs, et elle peut donc se différencier, se distinguer des zones habituellement qualifiées d'érogènes. Autrement dit, n'importe quelle partie du corps peut devenir érogène dès lors qu'elle est investie par une pulsion. Donc ça bouge, ça peut se déplacer. Voilà. Ça, naturellement, c'est toute la clinique, notamment avec les hystéries de conversion somatique, qui permet à Freud d'affirmer cela, hein, en fonction du lieu où se situe le symptôme somatique. Dans le même sens, là aussi, il caractérise donc l'objet de la pulsion et il insiste sur le fait que l'objet de la pulsion, c'est ce qu'il y a de plus changeant et de fait, il est secondaire. Il nous dit que ce qui est essentiel et constant dans la pulsion sexuelle, eh bien, c'est autre chose. Le but sexuel normal de la pulsion est défini par Freud par l'union des organes sexuels. Donc tout ce qui s'en écarte est donc considéré comme des déviations relativement au but sexuel normal. Donc naturellement, de fait, les actes préliminaires, par exemple, qui mènent à l'accouplement, peuvent être qualifiés de pervers pour Freud. Et puis également toutes ces manifestations de la sexualité qu'on observe chez l'enfant, puisque le but n'en est pas encore l'union des organes sexuels. Donc pour Freud, les pulsions perverses sont donc partie de la vie sexuelle normale du sujet. Il y a deux critères pour lui qui vont permettre de qualifier une pulsion de perverse, donc à la fois les transgressions anatomiques des zones corporelles destinées à l'union sexuelle et également les arrêts aux relations intermédiaires avec l'objet sexuel qui normalement doivent être rapidement traversés sur la voie du but sexuel final. Donc là en fait il fait référence aux actes préliminaires à l'accouplement. Donc l'enfant est ainsi caractérisé comme un pervers polymorphe. Ce dernier présente des pulsions sexuelles partielles et perverses. Les pulsions partielles sont d'une extrême labilité, elles recouvrent donc diverses parties du corps, elles sont mouvantes. Ces pulsions sexuelles partielles ne s'unifient pas vers un but commun, leur devenir est précaire et elles peuvent être déviées facilement de leur but initial. Et là, donc, il va citer différentes manifestations de ces pulsions sexuelles partielles qu'on peut observer très facilement chez l'enfant, à savoir l'exhibitionnisme, le voyeurisme, le sadisme, le masochisme, donc qu'on retrouve chez l'enfant avant que le refoulement ne fasse son œuvre pour que finalement, quand même, on en retrouve des traits. Ces pulsions perverses, là, n'ont pas disparu chez l'adulte, hein. On en retrouve des traits, mais elles vont trouver d'autres voies, peut-être moins teintées de sexualité, en tous les cas, enfin de génitalité, au sens où on l'entend comme ça, mais elles s'affirment malgré tout chez l'adulte. Donc les observations de Freud concernant le caractère partielle de la pulsion sexuelle, l'indétermination de la zone érogène, comme l'œil par exemple pour la pulsion scopique. Ce n'est pas forcément une zone érogène comme ça auquel on penserait d'emblée. La fréquence des changements d'objets, tous ces aspects-là vont le conduire à distinguer la perversion de la psychopathologie. Et il conclut sur le fait que les perversions présentent un trait universellement humain et originel. Et donc il va rajouter en 1915, donc ça je vous le lis quand même rapidement, une définition de la pulsion. Donc dans le texte qu'il remanie, les 3 essais, parce que ce texte va connaître des remaniements sur une dizaine d'années. Et donc il définit ainsi la pulsion. Par pulsion, nous ne pouvons de prime abord rien désigner d'autre que la représentance psychique. Psychische Repräsentanz. Comme ça, voilà, dans le texte allemand.
d'une source endosomatique de stimulation s'écoulant de façon continue par opposition à la stimulation produite par des excitations sporadiques et externes. La pulsion est donc un des concepts de la démarcation entre le psychique et le somatique. Dans son texte, Le refoulement, écrit la même année, en 1915, Freud scinde effectivement la pulsion en deux. L'observation clinique, là je le cite, nous incite à présent de décomposer ce que nous avions conçu jusqu'ici comme d'un seul tenant, car elle nous montre que quelque chose d'autre qui représente la pulsion entre en considération à côté de la représentation et que cet autre connaît un destin de refoulement qui est peut-être tout à fait distinct de celui de la représentation. Par cet autre élément de la représentance psychique, le nom de quantum d'affect est entré dans l'usage. Donc là, il distingue ces deux pans là, de la pulsion, la représentance et le quantum d'affect. Et donc, il va souligner que la représentance et le quantum d'affect n'auront pas les mêmes destins. Il explique que le refoulement ne peut s'effectuer que sur la représentance, mais pas sur le quantum d'affect. Donc, le quantum d'affect doit être, connaît d'autres destins, alors qu'ils sont trois possibles, il y en a trois possibles, mais donc il nous explique que les notions d'angoisse inconsciente, par exemple, c'est une terminologie qui est assez impropre, puisque l'angoisse ne peut pas être inconsciente, voilà, elle ne peut pas être refoulée, c'est un quantum d'affect, d'accord ? Donc, alors le destin de ce quantum peut être triple, soit l'affect subsiste au moins en partie au niveau conscient, soit il subit une déformation en un affect qualitativement différent, soit il est réprimé dans le sens où il est entravé. Il n'est donc pas, à proprement parler, refoulé. Mais c'est plutôt, quand on parle d'angoisse inconsciente, c'est plutôt pour expliquer la façon dont quantum d'affect peut être inhibé. Ainsi, un affect ne peut se matérialiser aussi longtemps que ne s'est accomplie la percée vers un nouveau représentant dans le système conscient. Donc ça, c'est très important. C'est-à-dire que pour que le quantum d'affect accède à la conscience, il doit obligatoirement être associé à une représentance, à une représentation. Voilà, sinon c'est pas possible. C'est ce qu'il nous explique. Alors, je vais aborder maintenant donc la première dualité psychique, donc les pulsions d'autoconservation et les pulsions sexuelles. Donc c'est dès 1910, dans son article « Troubles psychogènes de la vision » dans la conception psychanalytique, que Freud formalise le premier dualisme pulsionnel. Donc il va opposer les pulsions d'autoconservation et les pulsions sexuelles en notant qu'il y a un conflit d'intérêts entre ces deux types de pulsions. Il nous dit ceci: l'indéniable opposition entre les pulsions qui servent la sexualité, l'obtention du plaisir sexuel, et les autres, qui ont pour but l'autoconservation de l'individu, ce qu'il appelle également les pulsions du moi. Donc là, il y a ces deux terminologies, pulsion d'autoconservation, pulsion du moi, et d'une importance toute particulière pour notre tentative d'explication. Toutes les pulsions qui sont à l'œuvre dans notre âme peuvent être classées, suivant les mots du poète, en faim, pour les pulsions d'autoconservation, et amour, donc pour les pulsions sexuelles. Freud revient ensuite sur la façon dont le moi peut se sentir menacé par le développement des pulsions sexuelles partielles, donc il va mettre en échec à travers l'usage du refoulement. Il y a donc bien une compétition comme ça qui s'instaure entre les pulsions du moi et les pulsions sexuelles qui
vont chercher leur satisfaction pour leur compte propre, chacune de leur côté. Par exemple, si on prend la pulsion scopique qui implique donc l'œil et la vision. Alors prenons, je vais inventer, Freud part de cette situation clinique là. Hein. Mais supposons quelqu'un, voilà, qui pour une raison ou une autre présente une pulsion sexuelle scopique qu'il condamne, par exemple le fait de ne pas pouvoir s'empêcher de regarder du porno plusieurs heures par jour. Je crois que tu avais un patient une fois comme ça. Hein. Voilà. Si cette pulsion-là succombe au refoulement du fait des pulsions du moi, puisqu'il condamne cette pulsion-là, eh bien, le sujet développe en retour un symptôme où, par exemple, sa vision va être altérée. Donc, il va commencer à voir flou ou même perdre la vue, par exemple. Et donc, autrement dit, Freud nous dit que le moi jette le bébé avec l'eau du bain, c'est-à-dire que la relation de la vision au moi est dégradée. Le moi a perdu sa domination sur l'organe. Donc on voit, alors c'est assez intéressant parce qu'à travers ces lignes, on sent poindre déjà la formalisation qu'il aura 10 ans plus tard du conflit psychique entre le moi et le ça. Donc il formalise cette théorie et puis il rencontre un problème avec cette bipartition, pulsion sexuelle versus pulsion du moi, puisqu'il réalise avec le narcissisme, avec la notion de narcissisme, que le moi peut aussi être un objet d'amour et donc investi par les pulsions sexuelles. Et à partir de là, le dualisme ne tient plus. Du coup, il va proposer une autre théorie donc, qui s'appuie sur le narcissisme et qui oppose libido du moi et libido d'objet. Donc ça, il va le faire en 1914 dans son texte pour introduire le narcissisme. Et c'est essentiellement, c'est en étudiant les psychoses que Freud va s'intéresser au narcissisme. Psychoses qui à l'époque sont appelées donc psychonévroses narcissiques, par opposition aux psychonévroses de transfert. Psychonévrose de transfert donc renvoie aux névroses, avec cette idée, en leur donnant ces deux appellations-là, c'est que effectivement, dans la névrose, eh bien, il y a, le psy, le thérapeute est investi libidinalement, donc il y a bien un transfert qui s'opère. Ce qui n'est pas le cas, enfin là c'était ce qu'on supposait à l'époque, voilà, mais ce qui n'est pas le cas au niveau de la psychose, donc il parle de psychonévrose narcissique, c'est-à-dire que cette libido là, elle revient sur le moi et elle n'investit pas le thérapeute. Donc c'est cette opposition là. Donc Freud observe dans certaines situations que l'attrait pour l'objet est substitué par un attrait pour le moi. Donc ça, il part de l'observation des psychoses pour faire ce constat-là. Ainsi, l'investissement pulsionnel sur l'objet est remplacé par un investissement du moi. Le moi devient l'objet d'amour. Freud abandonne à cette occasion la notion de pulsion pour lui préférer le terme de libido. En effet, si le moi devient objet d'amour, il lui faut considérer que les pulsions du moi peuvent s'érotiser. C'est un virage important parce que Freud, du coup, passe d'une conception dualiste à une approche moniste de la pulsion. En effet, alors je vais vous lire, monsieur, là je le cite, enfin, concernant la distinction des sortes d'énergie psychique, nous concluons que tout d'abord, dans l'état du narcissisme, elles se trouvent réunies, indiscernables pour notre analyse grossière. C'est seulement avec l'investissement d'objets qu'il devient possible de distinguer une énergie sexuelle, la libido, d'une énergie des pulsions du moi. Donc la première théorie des pulsions, opposant pulsion sexuelle et pulsion du moi, lui a été imposée par l'observation des névroses de transfert, donc hystérie ou obsessionnelle, et l'observation des psychoses doit faire évoluer sa théorie. Mais soulignons
que le narcissisme n'est pas caractéristique des psychoses. Ça, c'est quand même ce sur quoi il va insister dans tout son texte. C'est-à-dire qu'il pose cette hypothèse-là parce qu'il a observé les psychoses, mais le narcissisme, comme tel, n'est pas caractéristique des psychoses. Freud va en faire une étape du développement normal du sujet, que le sujet soit névrosé, qu'il soit psychotique ou qu'il soit pervers. D'accord ? Donc, ce qui invalide, en tous les cas, la notion de pervers narcissique, qu'on entend beaucoup. Hein. Donc il va distinguer deux types de narcissisme, hein, narcissisme primaire et narcissisme secondaire, donc deux temps qui se succèdent chez l'individu. Je ne vais pas développer ça parce que Thierry nous parlera du narcissisme cette fin d'année. Donc cette approche moniste de la pulsion présente des affinités avec ce que Jung appelait la libido originaire. Et cette position-là ne va pas être tenable longtemps pour Freud parce qu'il n'y a pas de réelle opposition en fait entre libido du moi et libido d'objet. Ce qui change, c'est l'objet visé, c'est tout. Hein. Donc la pulsion sexuelle reste la même, elle se déplace simplement du moi à l'objet. Si nous considérons que la libido peut prendre le moi pour objet, alors il n'y a plus lieu de les distinguer. Sans compter que Freud, jusque-là, a toujours considéré l'objet de la pulsion comme étant secondaire, comme étant ce qu'il y a de plus variable. Donc finalement, avec peu d'intérêt. Donc finalement, il abandonne cette théorie moniste, là, de la pulsion, pour revenir à son premier dualisme, dans son texte « Pulsion et destin des pulsions » où il oppose à nouveau donc, les pulsions d'autoconservation, appelées également pulsions du moi, et les pulsions sexuelles. Donc, je reviens à son texte maintenant « Pulsion et destin des pulsions ». Donc dans ce texte, il y a vraiment toute une introduction épistémologique qui va faire la part belle au positivisme. L'approche de Freud est physicaliste, mécaniciste. Ainsi, la pulsion se comporterait de façon automatique, hein, un peu à la façon d'une machinerie. Et alors ça, on le voit très bien dans le principe de plaisir des plaisirs, puisque effectivement, si la satisfaction de la pulsion engendre plus de déplaisir que de plaisir, elle est refoulée. Donc on voit bien là qu'il y a une approche vraiment mécaniciste, comme ça, on répond comme ça à une certaine logique. Bon. La théorie s'appuie également toujours sur le principe quantitatif et le principe d'inertie qui a déjà été révélé dans le projet d'une psychologie scientifique. Mais cette visée mécaniciste et physicaliste s'accommode quand même assez mal avec l'approche biologique de la matière qui est difficilement conçue comme inanimée. Mais Freud, donc, il superpose quand même les deux. Hein. Donc il conserve la métaphore organique qu'il conjugue avec... Donc, il conjugue un peu ces différentes épistémologies alors qu'elles ont des aspects un peu contradictoires entre elles. La pulsion, nous indique-t-il, se trouve à l'interface du psychique et du somatique. La pulsion sexuelle vise donc la conservation de l'espèce et la pulsion du moi, la conservation de l'individu, donc se nourrir, se défendre. Ce sont donc des pulsions qui sont au service de la vie. C'est une logique darwinienne qui est chère aux anthropologues. Donc il revient sur le principe de plaisir des plaisirs que je vous ai expliqué tout à l'heure. Il va énumérer également dans ce texte 4 caractéristiques de la pulsion: la poussée, le but, l'objet et la source. Donc la poussée renvoie à l'énergie de la pulsion, c'est elle qui met en mouvement le sujet. Pas simplement un mouvement du corps, mais aussi et surtout un mouvement psychique. Dans cette qualification, il y a un aspect un peu tautologique, puisque la pulsion elle-même est une poussée. Mais donc cette notion est importante, puisqu'elle institue une dynamique psychique. Le but de la pulsion, c'est la satisfaction. Donc pour atteindre son but, elle va souvent employer des chemins détournés. Freud parle souvent de but intermédiaire.
Et il souligne également que certaines pulsions peuvent être inhibées quant au but. Enfin, il rappelle toujours combien la satisfaction est partielle dans la pulsion. L'objet est ce par quoi la pulsion va se satisfaire. Alors la distinction entre l'objet et la représentance de la pulsion n'est pas toujours aisée dans la théorie freudienne. C'est peut-être l'une des raisons d'ailleurs pour laquelle Lacan fera plus tard une place vide. L'objet, nous redit Freud, c'est ce qu'il y a de plus variable, donc de secondaire. Il peut être étranger, comme également aussi une partie du corps propre. Il souligne qu'un même objet peut satisfaire plusieurs pulsions, tout comme une même pulsion peut se satisfaire avec différents objets. Donc très variable. Et quand un objet est particulièrement lié à une pulsion, eh bien Freud parle de fixation. Donc moi, j'ai souvent des étudiants qui me disent qui viennent me voir et qui me réclament des articles. Ils travaillent sur, par exemple, la consommation de tabac. Et donc ils disent la psychanalyse, voilà, est-ce qu'il n'y a pas des choses qui ont été écrites là-dessus? Mais je leur dis mais le tabac, enfin l'objet, la cigarette, c'est l'objet, donc c'est secondaire. La psychanalyse s'intéresse moins à cela. Par contre, vous pouvez trouver des articles sur la pulsion orale. Voilà, là c'est autre chose. La source, elle renvoie au processus somatique de la pulsion. Donc à cette occasion, Freud mentionne les processus chimiques et la libération de forces mécaniques. Il nous dit que la source ne peut cependant être connue dans la vie psychique que par l'intermédiaire de ses buts. Alors, on s'arrête juste quelques instants là-dessus, puisque par le terme de pulsion, Freud désolidarise la force de la matière. Il mentionne pourtant, à travers la notion de source, une causalité organique, chimique, mécanique. La pulsion n'est pas hors organisme, mais la question est de savoir d'où vient le mouvement. Appartient-il à la matière en propre ou a-t-il une autre causalité ? Freud a recours à des théories mécanicistes, mais tout en concevant dans le même temps une matière inanimée, enfin une matière animée par elle-même. Idée qui connaîtra d'ailleurs dans l'histoire des sciences de nombreux obstacles. Donc ça reste un point épistémologique, on va dire, de contradictions ça, qui sont connues dans cette première théorie de la pulsion. Puis, alors Freud va s'intéresser également au cheminement de la pulsion, c'est le titre, pulsion et destin des pulsions, c'est-à-dire que ce qui va l'intéresser en premier lieu, c'est comment la pulsion chemine. Et dans une analyse, chez un patient, c'est ce à quoi on s'intéresse, c'est finalement les différents parcours de la pulsion, est-ce qu'elle se présente ou pas chez le patient, et quels vont être les chemins employés pour sa satisfaction. Bon, ça, c'est des choses qu'on essaye de repérer. Donc il nous dit qu'il y a 4 cheminements possibles. Il y a le refoulement, la sublimation, le renversement dans le contraire et le retournement contre la personne propre. Donc là, dans ce texte, il n'en étudiera que 2, à savoir le renversement dans le contraire et le retournement contre la personne propre. Donc le renversement dans le contraire, Freud en parle comme d'un changement de but, qui va être actif ou passif, il en parle comme ça, voilà, un but actif ou un but passif, et le retournement contre la personne propre renvoie à un changement d'objet, donc soit la pulsion est dirigée sur une personne qui va être prise comme objet, une personne extérieure, soit retournée contre le moi propre. Bon, je ne vais peut-être pas rentrer dans tous les détails techniques là, que j'ai dépliés dans le texte, mais il va utiliser 2 exemples majeurs, à nouveau des exemples de perversion. C'est toujours plus simple pour Freud de s'intéresser à la perversion, puisque le refoulement là, n'a pas eu lieu. Donc ça lui permet comme ça d'observer plus facilement les cheminements de ces pulsions perverses.
Donc, il emploie, les exemples cliniques sont le voyeurisme, exhibitionnisme et le sadomasochisme. Et donc, dans chacun de ces exemples cliniques, donc par l'alternance du sadisme, si on s'arrête sur le sadisme et le masochisme, il nous explique qu'il y a une intrication de ces deux cheminements possibles dans le sadisme et le masochisme. C'est-à-dire que ce soit le renversement, donc contraire, ou le retournement sur la personne propre, ils se mêlent l'un à l'autre, dans la façon dont on voit le sadisme évoluer vers le masochisme, puisqu'il pose ces différentes étapes-là. D'abord, le sujet est sadique, ça c'est l'époque où, sur le plan théorique, il pose encore le sadisme comme étant primaire. Il reviendra là-dessus quelques années plus tard, il posera le masochisme comme étant premier chez le sujet, mais là, pour lui, on observe d'abord le sadisme, qui est de humilier l'autre. Ensuite, il parle de voie moyennement réfléchie, c'est-à-dire que la pulsion se retourne sur le sujet, sur le moi propre, donc le sujet dans l'autopunition, voilà, il y a une approche un peu intermédiaire comme ça, entre le sadisme et le masochisme. Ensuite, le masochisme, eh bien, le sujet demande à un autre de l'humilier. Voilà. Bon. Et donc, on a une intrication de ces deux cheminements. Au début, il était actif. À la fin, au masochisme, il est passif. Au début, c'est dirigé sur une autre personne, et à la fin, ça se retourne contre moi. Voilà. Donc c'est assez intéressant, la lecture de ce texte, Pulsion et destin des pulsions, on a vraiment le sentiment que Freud fait un petit peu de la grammaire. Il passe de la voix passive à la voix active, il parle de changement d'objet, donc ça fait un peu changement de complément d'objet direct, voilà, changement de COD. Donc c'est assez intéressant. Voilà, j'en arrive maintenant donc à la dernière théorie, pulsion de vie et pulsion de mort. Donc qu'il présente, dernière théorie dualiste, qu'il présente dans l'au-delà du principe de plaisir en 1920. Cette notion de pulsion de mort, elle va avoir un effet assez important sur la pensée du XXe siècle, et essentiellement par le rejet qu'elle va susciter. C'est un virage majeur, c'est l'un des plus grands virages théoriques de Freud, puisque vous savez que c'est également à partir de cette énonciation de cette autre dualité, pulsion de vie, pulsion de mort, qu'il va formaliser, théoriser sa seconde topique, le moi, le ça, le surmoi. Et de façon assez surprenante, ce qu'on va observer chez plein d'analystes, c'est qu'il y en a plein qui vont reprendre cette seconde topique, le moi, le ça, le surmoi, alors souvent au détriment de la seconde, alors que Freud, là je reprojette les schémas qu'il a fait, a toujours superposé les deux topiques, c'est-à-dire qu'à chaque fois on retrouve les trois instances, inconscient, préconscient, conscient et moi, ça sur moi, donc il les superpose plus que la seconde ne viendrait remplacer la première. Mais donc vous avez beaucoup d'analystes qui vont rester sur cette seconde topique et qui en même temps vont complètement évacuer la notion de pulsion de mort, alors que la seconde topique est énoncée à partir de cette conception-là de la pulsion de mort. Donc ce nouvel énoncé de Freud est très mal accueilli. Son auteur est accusé d'être trop spéculatif, et très souvent, alors ça c'est un grand classique, c'est-à-dire que dans les textes, on mentionne les circonstances historiques, c'est-à-dire oui, on est à la fin de la Seconde Guerre mondiale, mais également des circonstances plus personnelles, plus intimes, la mort de son petit-fils, la mort de sa fille Mathilde, pour finalement justifier une audace et, in fine, rejeter sa conception. Et dire finalement, c'est parce qu'il y avait tout ça qu'il a théorisé la pulsion de mort. Donc, on peut s'en débarrasser d'une certaine façon. Bon, pourtant, sa pertinence clinique fait peu de doute, car comme à son habitude, Freud part de ses observations pour formuler ses hypothèses.
Il constate, après plus de 20 années, que la psychanalyse rencontre des échecs. L'interprétation pure et simple du symptôme, donc tel que c'était conçu par la première topique, ne suffit pas à le faire disparaître. Freud note donc la présence d'une force qui ne peut être cernée par le simple refoulement d'un représentant. Il doit donc revenir sur le principe de plaisir. Ce qui est recherché par le fonctionnement psychique semble être autre chose que le plaisir. Donc, ce qu'il repère dans la clinique, c'est la répétition des situations déplaisantes, le traumatisme, le jeu de l'enfant, le transfert, le symptôme. Effectivement, la répétition, c'est souvent l'objet de la plainte du patient, et c'est pour ça, souvent, qu'ils viennent nous consulter. Voilà, ils se plaignent de cette satisfaction-là, qui serait au mauvais endroit, mal située. Donc, Freud s'appuie encore, voilà, sur des observations qui vont être faites en biologie pour théoriser la pulsion de mort. Alors, est-ce que j'arrive à lancer? J'espère que... non, mince, j'ai perdu mon schéma. Alors, attendez voir un instant, je vais essayer de le récupérer. Souci technique. Non, il est plus projeté. Attendez voir. Voilà, c'est revenu. Donc j'ai ici le projeté comme ça. Voilà, donc hop, si je lance comme ça, est-ce que ça passe? Oui, parfait. Non, il veut pas. Oula, oula. Oui, ça bouge. Bon, donc vous allez pouvoir observer la désintégration d'une paramécie. Donc, Freud s'appuie encore et à nouveau sur les théories, les observations qui sont faites en biologie pour théoriser la pulsion de mort. Sa visée, nous dit-il, est de ramener ce qui vit à l'état inorganique, à l'état antérieur à la vie. Si la pulsion de vie travaille à rassembler les substances vivantes, à les structurer, la pulsion de mort, elle, travaille à leur dispersion. Et là, c'est ce qu'on va observer avec voilà, cette petite paramécie qui va se disperser. J'ai un collègue qui a fait aussi qui a fait il y a une quinzaine une présentation sur la pulsion de mort et qui avait trouvé une autre vidéo beaucoup plus touchante, mais voilà, là, vous verrez, on pouvait facilement s'identifier à la petite paramécie qui était en train de se désintégrer. C'était mais là, c'est moins le cas. Mais bon. Alors, le processus physiologique alterne donc, ça c'est ce qu'il souligne, construction et déconstruction. Et je pense que c'est la raison pour laquelle il fait référence à cet état antérieur à la vie, voilà, pour signaler le début et la fin. Voilà, et l'alternance comme ça de la construction et de la déconstruction. Donc là, la superposition entre ces différentes théories des pulsions, donc entre la première formalisation du dualisme pulsionnel et la seconde, est approximative. Mais il nous dit quand même ceci, les pulsions de vie renvoient donc à la fois aux pulsions sexuelles non inhibées ou sublimées, mais également à une partie des pulsions d'autoconservation, donc à une partie des pulsions du moi, comme se nourrir. Dans le même temps, une partie des pulsions sexuelles et des pulsions du moi renvoie à la pulsion de mort, comme se défendre, par exemple, la nécessité d'attaquer pour se défendre, son représentant pouvant être le sadisme.
Donc on voit bien que qu'il s'agisse des pulsions sexuelles ou des pulsions d'autoconservation, on peut les retrouver à chaque fois soit dans la pulsion de vie, soit dans la pulsion de mort. Revenons sur le principe de constance. Celui-ci vise à conserver le niveau de tension le plus bas. Il y a donc une indication quantitative sur l'énergie. Freud sollicite plusieurs fois dans ses écrits le principe de Fechner, à savoir la tendance à la stabilité. Donc Fechner, c'est un physicien, un psychologue, qui va proposer... alors j'essaye de passer... Voilà. Bon. C'est un physicien et psychologue, donc il va proposer un parallélisme strict entre les phénomènes psychologiques, ce qu'il appelle les sensations, et les phénomènes physiques, les stimulations. Et il va fonder en 1850 la psychophysique. Et en 1873, donc, il applique à la psychophysiologie le principe de conservation de l'énergie. Dans l'au-delà, Freud explique que s'il a mentionné le principe de Fechner, donc maintenir une quantité basse d'excitation, c'est avant tout pour corroborer le principe de plaisir. Il souligne à cette occasion également un autre principe de Fechner, qui est donc la tendance, c'est ce que ça suppose, c'est la tendance à la stabilité. Donc pourquoi c'est en lien avec le principe de plaisir? Puisque comme on l'a souligné tout à l'heure, c'est bien quand la pulsion diminue, ça a toujours été perçu comme ça, avec le principe de plaisir des plaisirs. Quand la pulsion augmente, c'est source de déplaisir. Donc quand la tension intérieure augmente, c'est source de déplaisir. Quand elle diminue, c'est source de plaisir. D'accord ? Donc c'est bien quand on cherche à atteindre le niveau de tension le plus bas que c'est source de plaisir. Et il va revenir là-dessus. Il va revenir sur cette conception-là. Donc l'idée de stabilité et de conservation nous donne une indication temporelle importante, rien ne doit changer. Nous sommes un peu dans le même principe d'inertie de Galilée, qui a très bien compris, concernant cette théorie, combien il devait supprimer alors ce qu'il appelle le vivant, c'est-à-dire tout ce qui présente une variation d'appréciation, pour qu'elle puisse présenter une régularité, une constance. Pour énoncer sa loi de rotation concernant les planètes, hein, il est obligé de supposer que ces objets, là, les planètes, reviennent éternellement et toujours à la même place. Il y a donc une constance qui est nécessaire, une régularité. Hein. Le problème économique du masochisme est publié en 1924. Le masochisme est un exemple de choix pour illustrer de façon concrète la pulsion de mort. En effet, il est impossible d'en saisir la logique si la théorie du principe de plaisir prévaut. Et donc, Freud revient à nouveau dans cet article sur le principe de constance. Jusque-là, donc il sollicitait, donc je le redis, le principe de constance en tant que niveau le plus bas d'excitation, car cette idée rejoint le principe de plaisir. C'est lors de la satisfaction de la pulsion et lors de la chute de l'excitation que le gain de plaisir se fait ressentir. Mais si tel était le cas, alors la vitalité psychique correspondrait à la pulsion de mort. Le principe de nirvana, nous dit-il, se tiendrait totalement au service des pulsions de mort, dont le but est de faire passer la vie perpétuellement changeante à la stabilité de l'état inorganique. Seulement, cette conception ne peut être correcte, nous dit-il. En effet, le proverbe « faire durer le plaisir », par exemple, ne pourrait s'inscrire nulle part dans une telle approche. Alors Freud introduit une autre dimension. Si le plaisir et le déplaisir ne sont pas indexés sur l'aspect quantitatif, il faut ajouter une autre dimension. Cette autre dimension-là, elle est qualitative et il nous dit qu'il s'agit de la temporalité. Il fait cette suggestion-là. Nous serions beaucoup plus avancés en psychologie si nous pouvions indiquer quel est ce caractère qualitatif. Peut-être s'agit-il du rythme, de l'écoulement temporel des modifications, des montées et des chutes de la quantité d'excitation, nous ne le savons pas. Donc, en plus du critère quantitatif de l'énergie, d'accord, de la tension intérieure qui est plus ou moins haute, Freud nous apporte là un critère qualitatif, la temporalité. Critère, et d'ailleurs ça c'est assez intéressant parce que c'est un critère qu'il a déjà mentionné dans le projet d'une psychologie scientifique.
lorsqu'il cherchait, je vous disais qu'il cherchait à introduire la notion de qualité dans un système complètement quantitatif, eh bien, il insiste alors sur le caractère temporel des différents mouvements de la matière. Et il nomme cette qualité temporelle période. Donc, Freud, là, est en train de nous donner une indication importante sur la vie psychique. Ce qui importe, ce n'est pas tant que le plaisir ou le déplaisir soit lié à une augmentation ou une diminution de la tension. Il existe des tensions plaisantes qui peuvent se manifester au même titre que les détentes déplaisantes. Et inversement. La vitalité psychique se situe plutôt dans le changement, dans l'alternance des cycles, des périodes et des moments de tension et de détente, qu'ils soient plaisants ou déplaisants. Ce qui importe, c'est bien l'alternance de la pulsion de mort avec la pulsion de vie. Une solution stéréotypée serait d'envisager l'adoption de la pulsion de vie au détriment de la pulsion de mort. Et souvent, c'est ce qui va être pensé. C'est dire, ah oui, bon, alors pour que le sujet soit dans la vie, bah, il est du côté de la pulsion de vie. Et puis, la pulsion de mort, bah, c'est pas bien. Voilà, c'est un peu une espèce de chose morale comme ça. C'est pas du tout ce que Freud est en train de nous dire. La vie psychique, la dynamique psychique, c'est l'alternance de ces deux pulsions. Donc, contrairement aux apparences, les deux pulsions ont donc une visée conservatrice. Bon, je vous passe, parce que là, je suis déjà en retard. Donc, je ne vais pas citer Freud, mais donc, il incite vraiment sur l'union de ces deux pulsions. C'est l'alternance de ces deux pulsions qui va être un indicateur pour Freud de la vitalité psychique d'un individu. C'est-à-dire que même si un sujet serait uniquement dans la pulsion de vie, eh bien, c'est pas bon. Il suffit de penser à un patient mélancolique qui serait en phase maniaque permanente, donc on pourrait comme ça dire, ah bah oui, il fait plein de choses, complètement euphorique, tout va très bien, sauf qu'au bout d'un moment, le corps s'épuise. Et c'est le corps qui prend, et il va faire, je sais pas, un arrêt cardiaque par exemple, ou quelque chose comme ça. Donc, faut pas idéaliser la pulsion de vie au détriment de la pulsion de mort. Hein. C'est bien l'alternance de deux qui a un intérêt. Alors, je vous parle très rapidement de Lacan. Voilà, enfin, cette notion de pulsion de mort, il faut le savoir, elle va être rejetée par la majorité des auteurs. Il y en a deux qui vont la conserver, qui vont la retenir. C'est Mélanie Klein et Lacan. Donc, Lacan alors, il va remanier en profondeur le concept de pulsion. Hein. Il va vraiment s'écarter du naturalisme freudien en fondant une pulsion qu'il dissocie nettement de l'instinct chez l'homme. Hein. Pour lui, la pulsion, et il n'y a plus que ça, c'est un peu l'instinct qui a rencontré le langage. Voilà. Donc il n'y a plus d'instinct chez l'être humain. C'est ce que Freud... c'est comme ça qu'il envisage les choses. Donc l'énergie des pulsions relève alors d'un autre registre que celle propre au fonctionnement neuronal. Il insiste sur la forme partielle des pulsions où le désir se réalise, et il indique bien que comment dire, il n'y a pas d'objet adéquat à la pulsion. Il n'y a jamais un objet parfait qui viendrait comme ça satisfaire de façon adéquate la pulsion. Hein. Il y a... voilà, l'objet de la pulsion n'est jamais à la hauteur des attentes du sujet. La pulsion manque systématiquement sa cible. Hein. Voilà, moi j'avais une patiente qui l'évoquait très bien dans son travail d'analyse, donc elle présentait la boulimie. Et, donc quand elle rentrait du travail le soir, elle avait l'habitude de vider ses placards, donc elle m'expliquait que toute la journée elle pensait à ça, à ce qu'elle allait pouvoir manger quand elle rentrait le soir chez elle pour vider ses placards, et puis une fois qu'elle était chez elle et qu'elle le mangeait, bon, finalement c'était très décevant comparativement à tout ce qu'elle avait pu se raconter toute la journée, quoi. Bon. Donc pour des raisons structurelles, pas des raisons qui incomberaient à l'objet, mais pour des raisons structurelles, le but pulsionnel reste donc inatteignable. Lacan décrit alors un cheminement de la pulsion, un parcours où celle-ci fait une boucle autour de l'objet et revient donc à son point d'origine.
C'est le petit schéma que vous avez là, où vous voyez bien le cheminement de la pulsion. Donc l'objet que, alors Freud, je ne suis pas rentrée là-dedans, Lacan, pardon, qualifie d'objet petit a, donc vous voyez cet objet-là, ce petit a qui est là, et donc la pulsion qui en fait le tour et qui revient à son objet d'origine. Et il faut savoir que Freud va ajouter 2 objets aux 3 objets de... Lacan, pardon, va rajouter 2 objets aux 3 objets mentionnés par Freud. Donc Freud va repérer l'objet oral, anal et phallique, et Lacan va en rajouter 2, l'objet voix et l'objet regard. Voilà. Bon, pour conclure. Donc le concept de pulsion reste central en psychanalyse, car son appréciation, en tant qu'enracinée dans la biologie ou pas, en modifie la notion d'objet, de pulsion, de satisfaction, qu'on va considérer comme pleine ou partielle, mais également la façon dont l'homme est abordé dans son imperfection ou dans la nostalgie d'une harmonie perdue. Donc là, on va vraiment voir que ce concept-là aussi va permettre il n'y a pas une psychanalyse, hein, il y a des psychanalyses, et en fonction de l'orientation théorique de tel ou tel auteur, en fonction de la façon dont il conçoit la pulsion, eh bien, va en découler une approche très différente de l'être humain et parfois des indications thérapeutiques très différentes. Donc Freud s'éloigne d'un modèle naturaliste en proposant la notion de pulsion de mort, même si cette dernière est justifiée par un abandon recours à l'observation de la nature. Avec la pulsion de mort, le sujet est confronté à une satisfaction opaque, obscure, qui ne se réduit pas au sens et à l'inconscient. Aucune interprétation ne suffit à résoudre cette opacité. Freud va alors mettre un écart entre l'inconscient et le ça. Ils ne peuvent plus être assimilés l'un à l'autre. Le symptôme n'est plus simplement un effet de sens, car le corps est également en jeu. La satisfaction du corps, à travers le symptôme, devient autonome. Et cette satisfaction-là, eh bien, elle ne peut pas s'interpréter. Cette notion dérangeante, donc de pulsion de mort, met mal à l'aise le narcissisme de l'homme. Pour l'accepter, il faut savoir renoncer à une représentation idéale de l'être humain. Un siècle plus tard, cette notion n'a rien perdu de sa fraîcheur. Lorsque nous contemplons notre société d'aujourd'hui, une chose est tout à fait frappante, c'est le rejet ou le refus de la division. Cette division que Freud formule dans sa conception dynamique des pulsions est pourtant essentielle à la vie. C'est bien l'alternance des pulsions qui nous rend vivants, je vais dire comme ça. Qu'advient-il si par refus de la mort, par refus de la castration, nous érigeons des règles trop rigides, nous empêchons le débat, nous réduisons la parole à la vérité? La dérive ne serait-elle pas de nous amener doucement mais sûrement dans un merveilleux asile blanc, calme et tranquille, le plus éloigné possible des horreurs de la vie, de la guerre, qui pourtant, il faut bien le dire, nous réveille? Un paradis dystopique, un nirvana où rien ne peut nous arriver, au même titre que les planètes de Galilée. Voilà, merci de votre attention. Merci beaucoup, Barbara, pour ton intervention sur ce concept très difficile, finalement. Tu le démontres bien en reprenant les moments clés de la théorisation freudienne de la pulsion, enfin des pulsions d'ailleurs. Alors moi j'aurais d'abord un commentaire, parce que m'est apparu au fur et à mesure de ton intervention, que finalement on voit à travers le travail de Freud sur les pulsions un travail permanent de division et d'union. C'est-à-dire exactement ce à quoi il arrive sur la fin de sa théorie avec la question de la pulsion de mort et de la pulsion de vie, mais c'est présent tout au long de son œuvre, que ce soit au départ avec la question
tu le disais bien, du somatique et de la pensée, qu'avec ce qui fait, ce qu'il fait apparaître sur la fin de son œuvre, sur cette alternance. Alors, c'est d'ailleurs une question importante qui me vient là après coup, c'est comment on définit cette alternance et que sont ces arrêts, si ce sont des arrêts d'ailleurs, entre les pulsions de vie ou les pulsions de mort. Et comment on peut les définir? Je dois répondre tout de suite là. Non, mais sur le plan, il faudrait que sur le plan clinique, par exemple, un patient qui jusque-là, par exemple, je pense à un patient très obsessionnel qui jusque-là inhibait toutes ces pulsions agressives que Freud d'ailleurs, dans leur libération, ne place pas forcément du côté de la pulsion de mort, hein. Ça faut le savoir, ça peut être tout à fait du côté de la pulsion de vie. Eh bien, quand il commence quand même à en dire un peu quelque chose aux autres, eh bien là, il y a une évolution. Enfin, on passe d'une pulsion à une autre. On peut supposer qu'on passe d'une pulsion de mort à quelque chose qui ressemble plus à une pulsion de vie. Donc, il y a une alternance. Mais je trouve que tu amènes quand même quelque chose d'intéressant parce que moi, je l'avais pas entendu comme ça. Parce que, donc, sur l'aspect qualitatif, donc au-delà de l'aspect quantitatif, sur l'aspect qualitatif, il y a donc l'alternance des pulsions dualistes, puis c'est ce sur quoi il dit, bon, la vie, la vitalité, plutôt on va dire comme ça, c'est l'alternance des pulsions de vie et des pulsions de mort. Mais toi, tu insistes aussi, ce serait encore une autre dimension sur l'alternance entre l'union et la division, peut-être. Oui. De la pulsion de vie et de la pulsion de mort. Voilà. Et faudrait que j'intègre tout ça, ouais. Tant que ça marine un petit peu pour formaliser ça, mais c'est une remarque extrêmement intéressante. Extrêmement intéressante, parce que il nous dit bien que au contraire de la vitalité, la mort, d'une façon générale, c'est bien dans la désunion de ces pulsions. Si on est tout le temps dans la pulsion de vie ou tout le temps dans la pulsion de mort, c'est pas bon. S'il n'y a pas d'alternance, c'est pas bon. Voilà. Peut-être qu'il y a des questions dans... Oui. Il faut les... Et juste, je rajoute ça, mais ça indique bien quelque chose de l'importance alors du changement, mais de la ponctuation aussi, j'ai envie de le lire comme ça. Enfin, parce que là, j'ai les théories de Lacan qui résonnent derrière, évidemment. Mais il y a quelque chose d'une pulsion, qu'elle soit de vie ou de mort, mais qu'à un moment, elle trouve une limite. Et que ce ne soit pas dans un sans limite, comme ça, dans une éternité, et, voilà, au même titre que les planètes de Galilée, qui ne sont pas très vivantes, quoi. Merci. Par contre, la bactérie, elle est vivante et elle est tout le temps vivante. Ou elle est tout le temps morte, j'en sais rien, je suis complètement perdue. Parce que la bactérie, elle va se diviser pour redonner naissance à d'autres environ toutes les 20 minutes. Donc du coup, l'alternance, on la retrouve. La division, elle ne vit que par division. Et moi, je me demande d'où vient cette vidéo, comment elle a été filmée, parce que là, on voit une désagrégation de la paramécie, mais c'est pas son instinct de vie au départ. L'instinct, c'est de se séparer. C'est se séparer, c'est se diviser pour continuer à vivre. Donc est-ce qu'il y a eu un choc osmotique ou je sais pas quoi qui fait qu'elle se désagrège? J'en sais rien, mais je sais pas, ça me perturbe cette vidéo. Par rapport au naturel de protozoaire ou de la bactérie. Ouais. Vous êtes biologiste de formation? Un tout petit peu. Ouais. Mais du coup, ça me perturbe parce que quand j'avais lu Freud par rapport à cette pulsion, moi je pensais qu'il parlait de l'apoptose, c'est-à-dire les cellules qui, à un moment donné, ne font que se diviser et puis finalement vont produire... C'est la mort cellulaire, la mort... Oui. Voilà. Moi je pensais que c'était de là qu'il partait. Est-ce que... Ouais, alors moi j'ai
pas forcément des connaissances très abouties dans le domaine, donc mais dans cette division, il y a bien un moment où il y a, comment dire, où les autres êtres qui ont été issus de cette division-là finissent par mourir. Eh bien, c'est la question. Parce que tout se divise, le matériel génétique, les organismes, il y a tout qui... Ouais. Donc là, alors moi, j'ai envie de dire, dans ma tête, jusqu'à aujourd'hui, là, vous me posez plein de questions, mais pour moi, l'unicellulaire, il meurt jamais. Et comme les planètes, finalement, qui continuent ce mouvement, ce cycle, je le retrouve chez l'unicellulaire, je le retrouve chez les planètes, mais chez nous, alors si je le réfléchis pas à l'individuel, mais comme Darwin sur de l'espèce, oui, je le retrouve le cycle. Mais vous, ce que vous m'amenez aujourd'hui, c'est le cycle intra-psychique. Ouais. Ça relève aussi quand même d'un autre ordre. Hein. Enfin, c'est pas... Parce que Freud, je crois que dans son texte, il y a un moment où il considère quand même les cellules germinales comme étant potentiellement éternelles. Enfin, qu'il y a quelque chose comme ça. C'est-à-dire que finalement, elles se transmettent de génération en génération et elles ne meurent pas. Enfin, elles ne meurent pas, mais simplement, c'est l'individu qui se développe autour de ces cellules germinales-là. Il le voit un petit peu comme ça. Hein. Donc, il y a un être humain qui se développe autour de ces cellules germinales, qui, lui, va disparaître. Mais elle alors, je ne sais pas quoi faire de ça, mais je reste quand même plutôt convaincue que ça relève d'un autre ordre. Enfin, voilà, que le biologique ou l'organique, c'est pas la même chose que le corps aussi chez l'être humain. Que ça relève d'un autre ordre et qu'on ne peut pas réduire le corps à l'organisme et que c'est pas aussi et que le corps, lui, oui, là il y a un lien entre le psychosomatique, enfin voilà, la pulsion relie le corps et le psychique, mais je suis pas convaincue qu'elle relie le psychique et l'organique, vous voyez. Oui, c'est peut-être là qu'on voit en quoi la référence au biologique, en tout cas, du point de vue de la psychanalyse, est confrontée à une limite, parce que ce que la psychanalyse nous enseigne, c'est que quand il y a de la division, il y a de la perte, mais c'est pas parce qu'il y a de la perte qu'on est dans le registre de la mort. Au contraire. Tout à fait. Tout à fait. Là, c'est... Ouais. Merci, oui, ça nous éclaire. Enfin, moi, ça m'éclaire. Ouais. C'est vraiment oui, ce qui va séparer les différentes théories. Parce que oui, là, quand on voit la vidéo de la paramécie, c'est saisi dans un instant où on se dit il n'y a pas d'après. C'est la fin, quoi. Et du point de vue du sujet, c'est à partir du moment où cette perte elle est assumée qu'il y a quelque chose qui peut continuer, quoi. Oui, tout à fait, au niveau psychique, oui. Alors que là, c'est effectivement la mort organique de la paramécie. Enfin, j'avais montré cette petite vidéo parce que ça illustrait très bien comment la mort était la désorganisation des éléments du corps. Enfin, c'est... Voilà, d'un point de vue biologique. D'un point de vue biologique. Bonjour, j'avais une remarque tout à l'heure par rapport à l'alternance. Et en fait, vous y avez répondu dans le sens où il y a cette temporalité. Je me posais la question de savoir... quand cette alternance ne se fait plus, mais à quel moment on sait qu'il y a quelque chose qui se passe et il faut intervenir ou pour relancer cette alternance il y a cette notion de temporalité, mais on ne sait pas quand. Oui, mais on peut le souligner déjà chez le patient, enfin qu'il en prenne conscience. Hein. Moi, j'avais un patient, enfin bon, je ne vais pas raconter toute son histoire, mais juste une petite vignette comme ça. Donc, ce patient-là, qui justement était très inhibé au niveau de l'agressivité et qui pouvait faire des rêves assez répétitifs, avec du sang comme ça qui s'écoule, qui sort de lui comme ça et qui s'écoule. Et le sang, alors il lui donnait une interprétation un petit peu particulière, et puis moi je l'ai emmené un petit peu sur autre chose. Je lui ai dit, mais est-ce que ça n'aurait pas un rapport avec
avec la colère ou quelque chose comme ça. Et puis là il a saisi. Il a saisi parce qu'effectivement, dans d'autres situations de sa vie, le sang symbolise ça. Voilà. Mais jusque-là, il ne l'avait pas du tout mis de ce côté-là. Pas du tout mis de ce côté-là. Et cette prise de conscience-là, avec le sang qui se répand comme ça sur différents membres de sa famille, notamment, voilà, ça lui a donné aussi une indication sur ce qu'il a... sur des affects qu'il pouvait ressentir, mais qui étaient complètement inhibés, quoi. Parce que c'est pas bien. Voilà. Parce que la morale est... Ça rejoint ce par quoi tu as commencé ton intervention, avec la question de la représentance et de la nécessité. Alors, Freud dit représentance ou représentant de la représentation, oui, liée à l'affect, hein, pour définir ce qu'est la pulsion. C'est-à-dire que, enfin, tu le dis bien dans ce que tu décris de cette vie clinique, c'est ton intervention sur le signifiant, sur le langage, qui fait qu'il y a quelque chose qui... d'ailleurs, c'est une forme d'interprétation, puisque ça ouvre à autre chose pour le patient. Bonjour. Ça sera du coup une remarque qui sera un petit peu de la même veine, on va dire. Quand j'entends alternance, j'ai plutôt l'habitude d'entendre alternance signifiante. Du coup, je me disais quel était le rapport peut-être entre cette alternance pulsion de vie, pulsion de mort, et puis une alternance du signifiant symbolique. Alors, merci pour cette remarque. Ah, vraiment, c'est... Effectivement, la question de la temporalité, elle s'inscrit, enfin en tous les cas du côté de Lacan, la question de la temporalité, elle va s'inscrire dans le symbolique. On sait très bien que pour lui, dans le registre symbolique, ce qui va permettre de donner du sens, c'est l'effet rétroactif à chaque fois des derniers signifiants sur les premiers. Hein. La dimension temporelle, comme ça. Voilà, dans une phrase avec les différents signifiants, 1, 2, 3 par exemple, c'est à chaque fois voilà, la rétroaction des derniers signifiants sur les premiers qui permet de donner du sens. Ça, c'est bien parce que vous avez la fin de ma phrase que vous comprenez le début. Donc la temporalité relève du registre symbolique. Enfin, il y a quelque chose comme ça. Évidemment, la façon dont le sujet s'inscrit là-dedans, ça va jouer aussi sur son rapport au temps. Ça, c'est des choses qu'on sait sur le plan clinique aussi. La temporalité chez le névrosé, c'est pas la même chose chez le sujet psychotique. Bon, après, faudrait faire le lien ensuite avec tout ça, là. Mais je ne viendrai pas forcément comme ça, mais... Oui, tout à fait. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Des remarques? Et c'est vraiment intéressant parce que c'est cet aspect là temporel, d'alternance comme ça, il y a quelque chose d'un peu binaire, quoi, on dirait du langage informatique en 0-1 et qui permettrait du coup de mettre du sens dans un système qui serait complètement quantitatif. Enfin, il y a un truc comme ça. Bon, je sais pas, c'est un machin qui me traverse l'esprit comme ça, mais... Enfin, voilà. Je suis un peu gêné parce que je ne suis pas sûr de réussir à poser clairement la question, parce que c'est pas très clair, en tout cas c'est en train de travailler pour moi. C'est le lien que tu as fait avec la pulsion de vie et l'état maniaque. Que dans les états, que dans l'état maniaque, il y a un déchaînement pulsionnel, je l'entends. Je trouvais ça intéressant d'ailleurs, cette notion-là de ce que tu amènes sur la notion d'alternance. Parce qu'on voit bien aussi qu'il y a aussi la question des états mixtes, et qu'au fond, c'est aussi problématique. Mais est-ce que c'est pas un peu... Enfin, je sais pas. J'ai l'impression qu'il y a un côté un peu simpliste, en fait, à ramener
la question de l'état maniaque uniquement un espèce de déchaînement de la pulsion de vie, sans tenir compte, au fond, de tout le reste que ça pourrait soulever. Enfin, un état maniaque, il y a l'aspect de la toute-puissance, il y a vraiment comme ça toute une série de choses. Voilà, je trouvais que c'est enfin, je sais pas, qu'est-ce que tu dis de ça? Oui, c'est simpliste. D'accord. C'est une illustration pédagogique, à visée pédagogique. Mais oui, c'est sûr, c'est simpliste. Je ne sais pas ce qu'on pourrait trouver comme exemple plus abouti. Même. J'aime bien l'expression je touche le fond avant de rebondir. C'est-à-dire qu'il y a ce truc-là, cette oscillation de je touche le fond, j'y vais, de pulsion de mort, et il y a cette remontée. Je pense que dans le langage, on retrouve des choses qui parlent. Parce que le côté maniaque, moi, je peux, comme tout à l'heure, l'agressivité, on peut le voir des deux côtés, pulsion de mort ou pulsion de vie, pareil. Oui, c'est-à-dire que dans l'état maniaque, il y a pas forcément, enfin, c'est pas forcément que de la pulsion de vie, il y a évidemment de la pulsion de mort là-dedans aussi. Enfin, c'est pas aussi caricatural que ça. Ouais. Oui, c'est peut-être un peu compliqué parce que dans l'état maniaque, alors si on prend sur ce qu'amène Lacan, c'est qu'il y a un rapport de contiguïté, c'est-à-dire de quelque chose qui n'en finit pas, qui a à voir avec le signifiant, c'est-à-dire que ce n'est pas le sens qui est qui est convoqué dans un état maniaque. Par exemple, quand une personne en état maniaque parle, la fin de sa phrase ne concerne pas un sens. Ça concerne beaucoup plus une jouissance, c'est-à-dire une contiguïté sans cesse. Et là, on pourrait dire qu'effectivement, que la pulsion de vie est concernée au sens que la jouissance serait liée à la pulsion de vie. C'est-à-dire, il n'y a pas une alternance qui est convoquée. Donc, si on dirait que l'alternance, ça serait pulsion de vie, pulsion de mort, c'est repos et activité. Dans l'état maniaque, il n'y a que de l'activité. C'est-à-dire, il y a une impossibilité de mettre une limite. Il n'y a pas de bord. C'est pour ça que d'ailleurs dans l'état maniaque, il n'y a pas de fond non plus. Il n'y a pas moyen de rebondir. Parce que les bords ne sont pas constitués. Les patients maniaques nous le disent. Hein, c'est pas moi qui essaie de théoriser, c'est que quand on écoute des patients maniaques, ils disent bien que... Je me rappelle une personne en état maniaque qui disait qui est maniaque, qui n'était pas en état maniaque, mais qui disait qu'elle n'allait jamais à la mer parce que à la mer, il n'y a pas de bord. Et c'est quelqu'un qui nageait uniquement en piscine. Ça la rassurait parce que quand elle allait au bord de la mer, elle se sentait capable de pouvoir aller nager sans limite et de pouvoir s'enfoncer tellement elle avait une jouissance à nager. C'était quelqu'un qui était nageur, qui avait fait des championnats, mais qui avait besoin effectivement de la piscine, parce qu'autrement elle partait dans une sorte de jouissance et ça n'en finirait pas. Et on voit bien que la pulsion de vie liée à la jouissance, parce qu'il n'y a pas de bord, il n'y a pas d'arrêt, il n'y a pas justement ce dont on parlait tout à l'heure, quelque chose qui a à voir avec la castration, avec la temporalité, qui permet effectivement d'amener du repos. Et là, on est plutôt du côté de la pulsion de mort. Donc, quand même, moi, je dirais qu'il y a quelque chose qui lie l'état maniaque avec la pulsion de vie, parce que cette temporalité, cette alternance n'arrive pas à se mettre en place. Et ensuite, alors ça, c'est porté aussi par un idéal du moi très fort qui veut amener à une sorte de hauteur, de hors-corps. Et là aussi, c'est encore quelque chose qui est du côté d'un état qui serait hors l'incarnation. Le corps, justement, lui, il a besoin de cette alternance. Dans l'état maniaque, il y a une sorte d'état élationnel qui fait qu'il n'y a plus de bord, il n'y a plus rien, qu'un état sans limite. Bon, voilà un petit peu
Non, je suis désolé parce que c'est justement ça qui me dérange. Si tu prends Freud sur les 3 essais de la théorie sexuelle, il y a l'idée quand même, alors justement, enfin il ne le nomme pas encore pulsion de mort, mais il y a l'idée que le dégoût, la pudeur, tout ça, c'est ce qui vient mettre des bords, ça fait partie en fait du développement, voilà. Et je ne suis pas sûr que d'associer strictement la question de la pulsion de vie avec la question du bord, ça soit tout à fait ce qui est amené. Parce qu'en fait, ce que tu sembles dire, Thierry, c'est de dire, au fond, la pulsion de vie, c'est ce qui est presque sans limite. Mais je ne crois pas que ça soit ça. Enfin, les choses ne se confondent pas. La question de la pulsion et la question du bord sont là des choses à distinguer, non ? Ça n'empêche pas la question de l'alternance, c'est pas ça que je dis. Et encore une fois, je trouve que dans l'exemple qui est donné, je pense que ça soulève surtout beaucoup d'autres choses que cet aspect-là, mais c'est ce que Barbara a souligné, c'est sur un plan pédagogique que ça a été amené. Mais voilà, c'est juste cette question du bord et cette question de la pulsion. Est-ce que la pulsion de vie, ça voudrait dire sans bord ? Je ne suis pas sûr. Je crois en tous les cas que dans ce que Freud essaye d'amener, ce qu'il a l'air de poser comme étant un problème, c'est justement quand il n'y a pas de limite à l'une ou l'autre des pulsions, qu'elles soient de vie ou de mort. C'est-à-dire que ce soit... Et alors, si on suppose ça, est-ce que c'est entendu comme... il faudrait vraiment écrire là-dessus, formaliser les choses, parce que est-ce que ce serait vraiment du coup la pulsion de vie en tant que maintien dans une espèce de tension comme ça un peu permanente, et puis la mort, la diminution de la tension. Du coup, c'est-à-dire que pour bien comprendre ces notions-là, il faut donc qu'on associe à la fois l'aspect quantitatif et aussi l'aspect qualitatif, finalement. Ce sur quoi, lui, il n'a pas arrêté de chercher. Donc, mais ça, je pense qu'il faut... Enfin, moi, en tous les cas, je n'y répondrai pas là, mais il faut le poser, il faut l'écrire. Est-ce que ça n'a pas à voir avec l'objet ? Parce que c'est ça aussi qui fait bord. Je regardais le schéma là, que tu nous as montré tout à l'heure. La pulsion suit un trajet, et elle suit le trajet autour de l'objet. Est-ce que c'est pas ça qu'on est en train d'essayer justement de cerner ? Dans ce cas, il faudrait aussi le poser du côté de ce qui est perdu parce que là, du coup, le diagnostic structurel, parce que ça aussi, on parle comme ça des pulsions, mais après on pourrait, alors quand on met le diagnostic structurel à tout ça, comment ça se manifeste chez l'un et chez l'autre, parce que pour le sujet névrosé, l'objet, il est perdu de fait, c'est de structure, donc il est hors corps. Donc il faut que le sujet névrosé aille chercher sa satisfaction dans des objets de son environnement. Même si c'est toujours un peu précaire de dire les choses comme ça, parce que forcément, l'objet, pour la psychanalyse, c'est d'abord l'objet de la pensée. Voilà. Donc c'est toujours un peu pour ça qu'il y a la distinction entre l'objet comme tel, la représentance de la pulsion comme telle. Des fois, c'est un peu abyssal quand on commence à rentrer bien finement dans ces questions-là. Mais on sait que chez le sujet psychotique, l'objet, il n'est pas perdu, justement. Et c'est pour ça que c'est le corps qui prend tout, toute la jouissance, ce qu'on appelle la jouissance chez Lacanien, pour Lacan. Et que c'est pas hors corps. Parce qu'il n'y a pas de perte en tous les cas. Elle n'est pas entamée, cette jouissance-là. Pas comme chez le névrosé, qui lui est toujours convaincu qu'en allant chercher, ok, oui, cet objet-là, finalement, il n'est pas très satisfaisant, mais il y en aura un autre, mieux, ailleurs, qui attend, qui nous attend, ou je ne sais pas quoi. C'est ce qu'on entend souvent chez le sujet névrosé. C'est pour ça que le patient peut comme ça multiplier les partenaires. Celui-là, il n'est pas bien, mais le prochain sera mieux. Alors que non, il ne sera pas mieux, parce que la perte, le fait que la satisfaction soit entamée, elle est là de structure.
Donc, pour le patient névrosé. C'est pas une qualité qui est associée à l'objet ou pas, ça c'est ce que peut se raconter le patient, mais... Par rapport à la pulsion de vie, il y a quelque chose qui me revient de ce que Dolto pouvait écrire. Prenons l'exemple des enfants qui sont dans cette pulsion de vie, dans la jouissance du jeu, par exemple, qu'on n'arrive pas à arrêter. Et parce qu'effectivement, il est important qu'ils puissent à un moment donné prendre du repos, mais eux, ils sont tellement dans l'actif, dans la jouissance de la vie, qu'ils ne peuvent pas arrêter. Et elle citait un exemple parfois où elle disait, comme elle était très pédagogique, qu'il était important de pouvoir dire à l'enfant, écoute, ton corps a besoin de repos, il a besoin de se reposer, toi tu as envie de continuer, mais ton corps, lui, il a besoin de s'arrêter, etc. Bon, ça ne marche pas toujours hein, quand on dit ça à un enfant, ça marchait avec Dolto, mais bon. Mais en tout cas, voilà, ce qu'elle voulait signifier par là, c'était un petit peu, il me semble, dans ce sens-là, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui, à un moment donné, peut dépasser le sujet, surtout le sujet petit enfant, qui lui, justement, il n'a pas encore construit ses limites, et à un moment donné, il faut pouvoir l'arrêter pour qu'il puisse se reposer. Donc là, je trouve que ça mettait bien en évidence, comme ça, ce côté où la vie peut aller jusqu'à l'épuisement parce qu'on voudrait continuer, quoi. D'ailleurs, je ne sais pas pour vous, là, je vais parler de moi, s'il y a toujours quelque chose qui me frappe, c'est que je vais parler de moi, voilà. C'est-à-dire la difficulté que je peux parfois à me mettre à faire certaines choses, et puis une fois qu'on est dedans, la difficulté encore qu'on a à s'arrêter, quoi. Enfin, c'est... Là, on voit bien que des fois, c'est pour changer de jouissance, pour passer d'une jouissance à une autre, ça demande à chaque fois un boulot, quoi. Enfin, souvent, ça me donne ce sentiment-là. Voilà, c'est voilà, quand on a envie de rien faire, bon, on fait rien, on est bien là-dedans, on n'arrive pas à se mettre au boulot, et puis une fois qu'on est dans le boulot, mais c'est super intéressant, c'est génial, pourquoi j'ai pas réussi à m'y mettre, et puis on n'arrive plus à s'arrêter. Il y a quand même cette espèce de résistance, là, j'ai l'impression, à passer d'une satisfaction à une autre qui est toujours un peu compliquée. Bon. Enfin, pour moi, en tous les cas.